Bonjour, bienvenue à tous. La personne aujourd'hui qui va m'accompagner, c'est Ibrahim. Bonjour. Donc voilà, je suis ravie de t'avoir avec moi. On va pouvoir commencer l'interview. Moi aussi, je suis ravi d'être ici. J'aimerais qu'on commence un peu par ta scolarité. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours scolaire et dans quelles années, quelles décennies tu l'as fait? Oui, donc j'ai fait dans les années 90. Donc au départ, j'étais à Paris. Donc j'ai fait une maternelle un peu comme tout le monde. Après, j'ai fait la primaire. Donc l'avantage, c'est que j'ai fait la primaire à Paris. Donc quand j'avais 6 ans et après vers mes 7 ans, 8 ans, j'ai changé de cadre et je l'ai fait en banlieue, donc en Aubervilliers. Donc c'est deux cadres différents. Donc après, quand je suis arrivé en troisième, j'ai demandé à aller en général. Au départ, on n'est pas mettre en général, mais sinon tu vas aller en BEP, c'était ça à l'époque. Tu vas aller en BEP, moi je voulais pas, je voulais faire une générale et c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Je faisais du basket avec des amis. Il y a un ami qui est noir, c'est bien de le spécifier. Et il me dit, tu vas faire quoi après la troisième? Je lui dis, je vais aller en général. Il me dit, non, va en BEP comme tous les noirs. Et je regarde en mode avec des grands yeux. Tu vois un frère qui te dit ça, ça te décourage. Je dis, même lui, il a été lobotomisé et il pense de la même manière que ceux qui veulent refourguer les noirs et les arabes dans les classes, des filières un peu plus professionnelles. Sachant que les filières professionnelles ne sont pas forcément mauvaises. Mais à l'époque, on voulait nous faire croire que voilà, tu vas en général, tu vas sur ta vie. Tu vas dans une filière professionnelle, ta vie, tu vas la rater. Alors que non, tu vas dans une filière parce que ça te plaît. On va te laisser en fait 8 heures par jour derrière un bureau à écouter une seule personne. Tu dois faire tout ce que cette personne te dit là. Donc en fait, c'est du formatage pour ta vie plus tard. Donc le fait d'être salarié. Qu'est-ce que tu en penses de cette programmation des enfants vers le monde du travail? Je pense qu'aujourd'hui, l'école devient obsolète. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, on a une classe, on a une vingtaine d'élèves, qui ont tous des profils différents, et on veut leur donner une même méthode, et derrière, on se plaint, on se dit, ah mais lui, il ne comprend pas bien, comment ça se fait? C'est normal, puisqu'on n'a pas la même manière de voir les choses. Ouais. Et justement, je pense que l'école, au lieu de faire grandir les gens, ça les bride. T'aurais aimé que l'école soit comment, justement? Enfin, pour toi déjà, pas forcément pour tout le monde, mais pour toi. J'aurais aimé que l'école soit un peu plus personnalisée, c'est-à-dire que si un élève a des difficultés, le professeur soit capable de dire, bon, lui, j'ai compris, il a des difficultés, je vais adopter telle méthode. Donc vraiment un truc où on s'adapte à l'élève. J'aimerais te poser la question aussi, d'avoir ton avis sur le fait qu'à l'école, on t'apprend à travailler pour quelqu'un et pas pour toi. Qu'est-ce que tu penses de ce... Enfin, pas pour toi en tant qu'auto-entrepreneur, possiblement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis entièrement d'accord avec ça, c'est-à-dire que l'école, en fait, on nous fait croire que si tu as des bonnes notes à l'école, ça veut dire que tu es intelligent. Si tu as des mauvaises notes, ça veut dire que tu es stupide ou que tu es bête. Alors que pour moi, c'est le contraire. Ça veut dire que là, on veut formater les jeunes élèves et les apprendre à être employés. Alors que derrière, ça aurait été plus intéressant de nous apprendre à être indépendants et aussi nous dire comment gagner de l'argent. Et je pense que derrière, la société a plus d'intérêt à ce que les gens soient dociles et suivent un code que les gens commencent à s'émanciper. Et imaginons que plus tard tu fasses des enfants, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils aient comme, je sais pas, éducation, parce que le mot il est aussi éducation en fait à l'école. Quelle sorte de programme ils aient à l'école pour pouvoir justement avoir ce truc de si j'ai envie de devenir auto-entrepreneur, je peux l'être facilement parce que j'ai déjà appris à être autonome, indépendant, à gérer un business, à faire de la comptabilité, mais différemment, pas seulement pour une entreprise, mais pour moi par exemple. J'aimerais qu'il y ait des professeurs qui aient déjà exercé le métier. Je crois que c'est dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Après, il a écrit d'autres livres, mais il dit qu'en gros, tu as beaucoup de professeurs selon la théorie qui t'enseignent comment, parfois, ça peut être à l'université, donc t'enseigner comment devenir riche, mais ils n'ont jamais été riches. Et donc je trouve plus intéressant d'avoir des gens qui ont eu du succès dans un domaine, ça peut être du marketing, ça peut être les ressources humaines, et qui vont t'inculper ça, que de prendre juste des théoriciens qui vont t'inculper des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ont juste lu dans des livres. J'aimerais qu'on parle de toi et de ton ressenti en tant qu'homme. Est-ce que tu as des choses à nous raconter, même des conseils à donner pour les autres? Moi, mon conseil, ce serait de se dire, voilà,
je prends mon exemple, je suis né en France, j'ai la nationalité, je me suis toujours senti français. Mais c'est parce que moi je me sens français que les autres pensent d'eux-mêmes. Et c'est. Voilà, en fait, on a sa perception et les autres ils ont leur perception. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc je me dirais, bah voilà, il faut faire attention. Voilà, des fois je me balade dans la rue, je suis content, tout ça. Mais voilà, je vois que parfois on veut me faire comprendre, voilà, voilà, reste à ta place. Tu ne seras jamais français à 100%. Et est-ce que, justement, on parlait de ça un jour avec un ami de ma sœur, qui disait que quand il marchait dans la rue, notamment la nuit, il changeait de trottoir si par exemple il y avait une fille devant pour éviter que la fille ait peur. Et cette réflexion m'a vraiment. Enfin, ça a fait tilt dans ma tête parce que lui, en plus, je le connais depuis longtemps. Et il a vraiment pas un physique, le physique d'un mec agressif, enfin, tu vois, il est assez doux. Et le fait qu'il ait pensé à ça, ça fait penser à toi. Tu fais 2 mètres, 1m98, t'es musclé, t'es noir. Est-ce qu'il n'y a pas ces moments où tu te dis, bon, je vais me comporter de telle façon parce que je sais que ça peut, ma simple présence peut être interprétée autrement? Oui, par exemple, je prends l'ascenseur avec une femme, on est nous deux l'ascenseur, tu vois, la femme elle est un peu en mode, ouais, il faut que je me méfie, parce que le gars il fait 2 mètres, il est noir, on ne sait jamais. Et donc voilà, j'ai l'impression que les gens ils se focalisent souvent sur on va dire, l'apparence. Et pareil, là on parlait d'une femme, on peut parler aussi de la police. Est-ce que tu as déjà eu n'importe quel conflit, même micro-conflit avec justement la police? Oui, ça c'était devenu mon quotidien. En fait, avant, quand j'étais plus jeune, j'avais 17-18 ans. J'avais souvent des suites, donc des hauts à capuche. Je me baladais avec ma capuche, je me faisais contrôler tout le temps. Je me rappelle, on était avec un ami à Val d'Europe. Et donc on marche normal, on est habillé un peu en mode banlieusard, mais on fait pas de bêtises, on est juste en train de marcher. Et là, les flics sans raison, ils viennent nous contrôler. Et derrière, il y avait une femme noire qui était à côté, elle a vu, elle a dit non, mais c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Normalement, un policier doit vous contrôler, admettons s'il vous prend sur le fait accompli, vous avez foutu la merde, là il a le droit, mais là vous ne faisiez rien, vous étiez juste en train de marcher, ils sont venus vous contrôler. Et donc voilà, des faits comme ça. Et avant aussi, je me rappelle aussi, à Argenteuil, je marchais aussi avec un ami noir aussi également, on marche. Et maintenant, il y a une voiture qui vient vers nous. Tu vois, une voiture en civil. Il y a 2 personnes qui viennent nous parler. Donc c'est des personnes blanches qui nous parlent et qui nous parlent en message codé. Il me dit, ouais, vous n'aurez pas, je sais pas, il sort un message codé. Je dis, hein, tu parles de quoi? Et après, il répète, je dis, hein. Et après, il part. Et après, je me rends compte qu'en fait, c'était un flic en civil qui voulait nous demander de la drogue avec un message codé. Et donc, vu qu'on ne comprenait pas, ils ont compris qu'on n'était pas dans le coup. Et donc voilà, et juste parce qu'ils nous ont vu 2 noirs habillés peut-être en mode jogging, qui marchent, c'est les dealers. Et je pense que les policiers font souvent ce raccourci. Se dire, voilà, on va contrôler des gens qui sont habillés d'une certaine manière ou qui ont une couleur aussi. Une couleur. Pour rester... Une couleur déjà. Est-ce que tu en as déjà discuté justement avec les générations du dessus, je pense à ceux qui ont 40 ans, 50 ans, de ce rapport-là? Est-ce que tu as déjà eu des conseils de... Moi je sais que... Enfin c'est pas je sais, c'est ma soeur m'avait rappelé, quand on était petite, ma mère, quand on était dans le magasin, elle me disait sors les mains de tes poches. Parce que quand tu as les mains dans tes poches, souvent les vigiles pensent, ou ceux qui sont derrière la caméra pensent que tu vas mettre des trucs dedans, etc. J'ai même une anecdote sur ça. Je subissais aussi la discrimination de personnes noires. Donc souvent les vigiles, ce sont des noirs. Je subissais du racisme de ce genre. Je me rappelle un jour, je crois que j'allais à Monoprix, je suis en train de marcher, il y a plein de jeunes qui marchent. Moi je veux rentrer dans le magasin, le vigile il m'arrête, il me dit non, vous rentrez pas. Il dit vous êtes plusieurs. Il dit mais je les connais même pas. Il me dit non, si, vous êtes ensemble. Et il a estimé qu'on était ensemble parce qu'on était habillés, comme d'habitude, je suis habillé en jogging, avec mon haut à capuche. Donc il a vu qu'eux avaient un style vestimentaire quasiment le même que le mien. Il a dit vous ne rentrez pas. Et il m'a inclus aussi avec eux. Donc dans un premier temps, il n'a pas le droit de dire à des personnes vous rentrez, vous ne rentrez pas. On n'est pas en boîte. Oui. Et de 2, il m'a inclus directement. Et puis je dis non, je ne les connais pas, je viens juste faire des courses. Et ce cas, il est arrivé plusieurs fois. Même à la caisse. J'avais fait les courses avec des amis du basket, j'achète mon yop, je mets sur le côté, je suis en train de boire mon yop, et t'as la caissière, donc elle était noire, elle me regarde un peu en mode hautain, elle me dit mais quand vous prenez un article, il faut le payer.
Moi, je la regarde, je dis rien, je continue à voir mon yop. Et sa collègue, elle dit non, non, il a déjà payé son yop. Et au lieu de s'excuser, elle me regardait toujours avec un air méchant. Waouh, comme si tu t'étais mis une mèche avec l'autre pour voler, elle. Enfin... Non, c'est en gros, même si je me suis trompé, j'avais raison de te suspecter. T'es suspect. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Et donc, du coup, ta mère, elle t'a jamais donné des conseils ou. Enfin, conseils. Dit ou prévenu qu'il fallait se comporter de telle ou telle façon? Si, bah après les conseils qu'on me donnait, on me dit bah, arrête de t'habiller en mode capuche, arrête de t'habiller en jogging, commence à t'habiller un peu plus proprement, chemise, ou mets des jeans. Ça marche là, je commence avec des jeans. Avant, je connaissais pas les jeans. Ouais, j'aimerais revenir sur ton rapport au corps. Déjà, quel rapport as-tu avec ton corps actuellement? Bah, je suis content de mon corps. Après, j'aimerais bien l'améliorer. Ça veut dire que j'ai commencé la musculation il y a quelques années, donc avant j'étais super fin. J'étais assez tracé, mais assez fin. Je me dis, bah, ça serait intéressant de faire de la musculation pour deux raisons. Pour l'esthétique, donc c'est beau à regarder un corps musclé. Et aussi pour le sport, il me disait, bah, si j'aimerais bien être un peu plus costaud, comme ça quand je joue au basket, je peux bousculer les gens, on va plus me bousculer. Les mecs. Donc voilà, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Donc ça me permettait aussi de me défouler. C'est-à-dire que l'avantage de la musculation, c'est quand tu as une journée un peu stressante, tu peux te défouler et ça te fait du bien. Ouais. Et parce que j'ai une très courte période où j'allais à la salle, et même en tant que femme, en fait, t'as ce truc de compétition, c'est-à-dire que je prenais pas des gros poids, par exemple, en muscu, mais j'arrivais avec mes petits 8 kilos, j'étais là, genre, toute gênée, parce que t'avais des mecs qui soulevaient des 20-25 ou plus. Est-ce que t'as ce rapport-là de compétition quand t'es... J'ai eu ce rapport de compétition dans la mesure où, en fait, voilà, la musculation, c'est un peu traître, je trouve. C'est que, voilà, j'ai eu des amis qui étaient plus fins que moi, très très maigres. Et donc, du jour au lendemain, ils disparaissent pendant 2 ans, tu les revois, ils sont plus costauds que toi. Tu te dis, ah bah finalement, si lui il a pu y arriver, pourquoi pas moi? Et donc, toi-même, tu te mets à la muscu, tu dis, bah, et tu essayes maintenant de le rattraper pour te dire, bah voilà, lui il est parti de rien, il a réussi. Moi, j'avais un meilleur corps, bah moi aussi, il faut que je fasse la même chose. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai eu au niveau compétition. Mais tu l'as pas avec, au moment présent, t'es dans la salle, il y a plein d'autres hommes qui font leur séance. T'es pas en compétition, même inconsciemment avec eux, ou t'as pas une phase où t'étais en compétition avec eux? C'est rare. Ça m'est déjà arrivé, mais en général, c'est rare. Je suis concentré sur ma séance. Et en général, je me compare à moi-même. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui le font, justement? Bah, si ça leur permet d'évoluer, c'est tant mieux. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises manières. C'est à toi de voir comment ça peut te motiver. On va parler aussi de cheveux, parce que mine de rien, on est dans un salon de coiffure. Le salon basique, d'ailleurs. T'es un homme noir, donc tu as les cheveux crépus, tu as aussi une barbe, pour le coup, que tu entretiens. Quel rapport tu as avec ton cheveu aujourd'hui, puis après on parlera du passé? Aujourd'hui, j'essaye quand même de me couper les cheveux, on va dire, en général, 2 fois par mois. Toutes les 2 semaines? Oui, c'est ça, mais j'essaie de les avoir assez courts. Donc il fut un temps où j'avais beaucoup de cheveux et que je rasais sur le côté. Maintenant, je préfère la simplicité. On rase, on fait un petit dégradé, on fait les contours, c'est fait. Et ça, tu penses que, parce que la coupe que tu as, elle est quand même inspirée des coupes qu'on fait aux États-Unis. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi dans les années 90 avec le mouvement hip-hop, R&B, MTV et tout ça, ça t'a inspiré, ou c'est vraiment un truc que tu fais par pur pragmatisme, genre court et c'est réglé? Non, là je pourrais jamais. Je serais de mauvaise foi si je disais que j'ai pas été influencé. Je vois des séries, Prince de Bel-Air, Will Smith ou Chris Brown, donc tu t'identifies à eux un peu. Et du coup, quand tu vas chez ton barbeur, parce que tu fais aussi la barbe là-bas, tu fais pas ta barbe tout seul. Quand tu vas chez ton barbeur, est-ce que tu as une sorte de... Comment tu le choisis déjà? Comment tu sais que c'est bon, à part le fait qu'il coiffe bien sûr? En général, je le sais parce que... Après, en général, c'est souvent l'esthétique. Je vois par rapport à sa manière de couper, le temps qui passe. Donc, le barbeur où je vais, en général, il met 45 minutes par tête. Donc ça peut être long. Mais au moins, quand je sors de là-bas, je suis satisfait. Je vois qu'il prend son temps. Et aussi, il se rappelle de mes coupes. Quand je vais le voir, je dis, ouais, fais comme la dernière fois. Il se rappelle de la coupe qu'il m'a faite. Tu m'avais montré des photos de toi d'avant où tu te défrisais les cheveux. Est-ce que tu peux me dire à quelle période c'était de ta vie? J'avais défrisé, je devais avoir 17-18 ans. Et c'était en général... non, j'avais déjà fait avec beaucoup de cheveux. Et après, une fois après, j'avais fait sous les cheveux courts. Ok.
Et du coup, tu avais choisi de le faire par pur esthétisme ou parce que tu n'aimais pas le cheveu crépus? Est-ce que tu avais une raison derrière? Non, je voulais tester. Je voulais tester le défrisage, parce que j'en faisais rarement. Et je m'étais dit, bon, des fois je vois des Américains, ils font une coupe au gel. Et je voulais tester ça. Mais après, voilà, ça m'a vite saoulé. Ouais. Donc t'as arrêté parce que ça te saoulait, pas parce que tu t'es dit, en fait, déjà c'est douloureux. Enfin, t'avais pas une raison pour laquelle t'as arrêté particulièrement? Un peu des deux. Je me suis dit, d'une, c'était douloureux. Et après, c'était pas forcément très esthétique. Je trouve que les cheveux défrisés, c'est pas très beau en général. Et après, c'est vrai que j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux et tout, et j'ai vu que la tendance avait changé. Au départ, on encourageait les gens à se défriser. Et aujourd'hui, tu as le malheur de mettre une photo de toi avec un défrisage qui te descend. Et justement, on parle de défrisage et du rapport à l'autre. Si jamais un jour tu vas avoir des enfants et qu'ils te disent, même très jeune, j'ai envie de défriser, est-ce que tu serais du genre à déconseiller, à laisser faire? Je déconseillerais, je leur dirais non, je ne vous conseille pas de défriser, c'est mauvais déjà pour la santé, c'est pas très beau. Et donc voilà, en gros, il n'y a quasiment que des effets négatifs à défriser ses cheveux. Et il faut assumer ses cheveux. En fait, je sais qu'à l'époque où je défrisais mes cheveux, je me dis oui, je vais défriser mes cheveux ou je vais faire des curls. Il y avait des produits pour faire des curls et tout. Mais du coup, je me disais oui, si j'entretiens bien mes cheveux, ils ont plus une texture lisse. Alors que non, j'ai des cheveux crépus, ils sont censés être crépus, c'est tout. C'est pas parce que je vais les hydrater qu'ils vont devenir lisses. Non, fais ce que tu veux, ça ne changera pas. J'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui te tient à cœur, de ce que tu fais en dehors de ton travail, ce que tu fais gratuitement, ce qui te fait kiffer. C'est quoi tes hobbies, tes passions? Ma première passion, donc, ça a été l'informatique. Et il y a aussi eu les mangas. Donc j'aimais trop Dragon Ball Z, c'était mon manga préféré, je pouvais mourir pour ce manga. Donc j'ai grave kiffé ce manga. Derrière, après, il y a eu quoi? Il y a eu la mythologie. Je me suis rendu compte que j'aimais bien ça quand j'étais à l'école. Donc quand je te disais à ma période où j'aimais pas l'école, quand il y avait des cours sur la mythologie, que ce soit en français ou en cours d'histoire, c'est la seule fois que j'arrivais à avoir des bonnes notes. Donc on avait fait des cours sur Ulysse, j'avais grave kiffé, c'est quoi, l'Iliade? L'Iliade et l'Odyssée. Oui, c'est ça. Donc j'avais grave kiffé ces cours-là et voilà, ça me faisait rêver. En mythologie, parce que j'aimerais commencer par la mythologie, qu'est-ce qui t'attire? Parce que la mythologie qui t'intéresse le plus, c'est la mythologie grecque. Oui. Qu'est-ce qui t'attire dans cette mythologie-là? Dans cette mythologie, ce qui m'attire, c'est que c'est pas le monde des bisounours, c'est assez dur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fatalisme. C'est de se dire que tu as un destin et tu ne pourras pas le changer. Et donc dans plusieurs histoires de la mythologie grecque, on te dit, ben voilà, ta destinée c'est ça. Et tu vois que le personnage va quand même essayer de changer son destin et au final, ben, le destin le rattrape. Donc par exemple, tu as l'histoire avec Édipe, où on lui dit, il va tuer son père, il va se marier avec sa mère. Et donc ils ont essayé de changer ça, mais au final, c'est quand même déroulé. Ça a confirmé de toute façon le truc, ouais. Mais c'est marrant parce que la fatalité, quand je vois ta façon de penser, c'est pas du tout comme ça que tu penses. Parce que toi, tu penses, j'ai l'impression, qu'en fournissant assez d'efforts et en sortant du moule, on arrive à atteindre ses objectifs, alors que dans la mythologie, c'est l'inverse. C'est t'as beau faire tout ce que tu veux, etc. Si l'oracle t'a dit ça va se passer comme ça se passera comme ça. Moi, c'est vrai que ça peut être un peu contradictoire, mais dans ces histoires-là, c'est ça qui m'intéresse. Je dis voilà, ton destin, il est là, ça se passera comme ça. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est de l'imagination. Donc la manière dont on t'est raconté les histoires. Ton héroïne ou ton héros préféré, c'est qui? Tu vois, mon héros préféré, ça va être Hercule. Hercule, pourquoi? Parce que les 12 travaux d'Hercule, ça m'a toujours fait rêver, de dire, ben voilà, on te donne les 12 travaux, tu dois les faire. Et en plus, à la base, on m'a dit, oui, mais ces travaux sont impossibles à faire. Et c'est justement pour ça qu'on me l'a donné. Et donc, justement, il a réussi à faire l'impossible. Ce qui va m'attirer, ben, c'est qu'il c'est une personne vaillante, qui va en général trouver... il ne va pas utiliser que la force. Et derrière, tu as aussi Achille aussi, que j'aime bien, puisque lui, ça a été l'un des premiers à se dire, ben voilà, je trouve pas normal que je fasse ces batailles à la place du roi, que ce soit le roi qui prenne la gloire. Et j'ai un peu la même impression que lui. Je me dis, ben voilà, pourquoi qui irait combattre pour une seule personne, qui irait risquer leur vie, pour un combat qu'ils n'ont pas choisi. Donc voilà, c'est ça vraiment ce qui m'intéresse, le fait qu'ils se mettent à réfléchir à ça. En manga maintenant,
quel courant tu préfères, sachant que toi, t'es pareil, grandi dans les années 90, donc DBZ et tout ça. Tes mangas, tes piliers, en fait, c'est lesquels? Les piliers, on a beaucoup là. C'est pas grave. Non, de base, en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai aimé les mangas de bagarre. Mais derrière, c'est tout ce qui est l'entraînement. En fait, c'est ça que j'aime bien dans un modèle. C'est la symbolique de se dire, ben voilà, on va s'entraîner, on va toujours dépasser nos limites. Mm. Après, les piliers, donc bon, il y a des BZ, ça c'est la base de la base. Maintenant, j'aime aussi les mangas de sport. Donc, tu as des mangas comme Slam Dunk, donc c'est un manga de basketball. Donc, ça, je kiffe ce manga parce qu'il est assez hétérogène. Donc, tu as plusieurs styles, tu as de la bagarre, tu as de l'humour, tu as du basket, et il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et derrière aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un héros qui débarque, il est nul, il n'a jamais fait de basket. Et il va devoir s'imposer face à des personnes qui ils ont fait du basket depuis des années. Mm. Donc ça, ce manga aussi, j'ai beaucoup aimé. Et un manga qui n'est pas très connu, qui est Major, donc c'est un manga de baseball. Et ce manga, j'ai beaucoup apprécié, parce que déjà, il n'est pas connu du grand public. Mais derrière, c'est la philosophie du personnage. Donc c'est un personnage qu'on suit à ses 4 ans, et après on le suit jusqu'à ses 30 ans. Donc on le voit grandir. Et ce que j'aime avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui va choisir tout le temps la difficulté. Donc, tu vas lui proposer un chemin, il va dire non, je ne vais pas aller dans ce chemin, je vais aller dans l'autre chemin où c'est le plus difficile. Et en plus, derrière, après, il va réussir. Et donc le mérite, il est beaucoup plus important de se dire, bah, j'ai réussi en prenant le chemin le plus difficile. Et je peux prendre un exemple dans ce manga, à un moment, il va arriver dans une équipe, donc la meilleure équipe du Japon, et on va lui proposer d'aller dans l'équipe 1, il va dire non, je vais rester avec l'équipe 2. On va dire, mais pourquoi tu ne veux pas aller dans la meilleure équipe du Japon? On va dire, bah, justement, si je suis avec les meilleurs, c'est-à-dire que je ne pourrais pas jouer contre les meilleurs. Et donc c'est cette philosophie que j'ai aimée. En plus, si tu joues avec les meilleurs, tu sais pas à quel point tu as besoin de travailler certaines choses ou pas, parce qu'il y a peut-être des trucs qu'ils vont faire, ils vont réussir, donc tu n'auras pas besoin de passer derrière pour corriger ou pour tenter un truc. Du coup, tu sais même pas quel est ton vrai niveau. Alors quand tu arrives dans une équipe où le niveau il est pas ouf, il va falloir que tu te pousses à fond pour y arriver, tu n'auras pas ce truc de ouais, mais il va gérer ça, de toute façon, je vais pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres animés, ou même mangas ou autres? Oui, il y a Yu Yu Hakusho aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un manga, c'est l'auteur de Hunter x Hunter qui a fait ce manga, et donc ça parle d'un lycéen, dès le premier épisode il se fait tuer. Donc j'ai trouvé ça aussi original à l'époque. Et donc voilà, il va faire des épreuves pour revenir à la vie. Une fois qu'il va revenir à la vie, il va devenir un détective du monde spirituel. Donc son métier, ce sera d'arrêter les démons. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce manga parce qu'on a un personnage qui est assez antagoniste au départ. C'est-à-dire qu'il pense d'abord à lui, et après il va aider les autres. Donc j'ai trouvé ça intéressant. On n'a pas le héros qui est tout le temps gentil, qui dit je veux protéger tout le monde et tout. Ouais. Et des animés plus actuels, je pense à ceux qui sont sortis il y a moins de 5 ans. Je dirais ouais, Demon Slayer. Ouais. Donc j'ai aimé. Donc au départ je trouvais que c'était un peu lent, donc on présentait les personnages. Mais derrière j'ai vu que bon, l'animation était vraiment bien. Et après, tu l'as trouvé lent toi, Demon Slayer? Au départ, oui, j'avais un peu du mal à accrocher. En fait, je ne comprenais pas pourquoi. Tout le monde disait, ah, il est bien, il est bien. Et c'est après que j'ai vraiment aimé l'animé. Et pourquoi tu l'as aimé l'animé? À part l'animation qui est vraiment... Je trouve que c'est une histoire assez sombre. Donc au départ, le héros, il débarque, toute sa famille se fait tuer par un démon, il veut se venger et tout. Mais derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le personnage garde son innocence malgré tout ce qui lui est arrivé. Un autre personnage aurait pu devenir fou, vouloir tuer tout le monde, mais lui, il reste quand même innocent. Et c'est aussi la relation avec sa sœur aussi que j'aime bien. Je trouve qu'il est assez affectueux, il est doux, il veut toujours la protéger. Ouais. Mais du coup, t'es plutôt shonen que seinen ou autre. J'ai aussi l'impression, parce que dans tout ce que tu me racontes depuis le début, qu'il y a cette notion de travail acharné, de partir vraiment du fond, et à force d'entraînement, d'exercice, etc., tu arrives à un niveau qui est quand même un super niveau, parfois même au-dessus des maîtres des sensei que tu appréciais. Et j'ai l'impression que c'est ce qui te parle un peu dans le shonen, c'est ça de toujours plus. C'est ce qui me parle, c'est-à-dire qu'on part d'un point, on va dire au niveau 1, on s'entraîne, on fait des efforts et on arrive à rattraper les autres. Et dans certains shonen, ce que j'ai aimé, par exemple dans Slam Dunk, on a le cas où on a le héros qui s'appelle Anamichi. Lui, il arrive, il est complètement débutant, mais il a beaucoup de talent. Donc il va progresser, et derrière, il aura un rival qu'il n'aime pas. Et ce gars-là, il est déjà bon. Il a du talent,
Et ça fait de nombreuses années qu'il fait du basket. Mm. Et à la fin du manga, c'est un petit spoil, mais à la fin du manga, on me fera comprendre que Hanamichi ne pourra jamais rattraper son rival. Parce qu'on dira, le gars, il est aussi talentueux. C'est ça en fait. En gros, il est aussi talentueux que toi. Et il aime le basket et il s'entraîne autant que toi, donc tu ne pourras jamais le rattraper. Voilà, c'est réglé. Alors que ça aurait été dans d'autres mangas, on aurait trouvé une technique pour qu'il le rattrape. Et là, on te dit non, je crois pas. C'est ça que j'ai aimé. Et ce que tu me dis là, ça me fait penser à d'autres personnes dont tu m'avais parlé, de livres que tu avais lus dont tu m'avais parlé, sur des grands sportifs ou des gens qui avaient accompli des choses extraordinaires, qui s'entraînaient, qui arrivaient avant tout le monde, qui repartaient après tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tu veux nous en parler justement, des gens qui Oui, je pense des deux, tu as Kobe Bryant et tu as David Goggins. Donc du côté de Kobe Bryant, dont je l'aime bien en tant que joueur, donc je trouve que son jeu est super beau. Ce que j'aime bien avec lui, ça va à l'encontre de ce que tout le monde dit. En général, quand tu as un point fort, on va te dire, il faut que tu travailles sur ton point fort. Tu es bon en écriture, tu es bon en philosophie, on va dire, c'est bien, travaille ta philosophie, travaille ton écriture, comme ça tu seras un écrivain. Lui, il va te dire tout le contraire, il va dire non, lui, il va travailler que sur ses points faibles. Parce qu'il a compris que les gens qu'il avait vus auparavant, quand il va les revoir, ils seront quasiment au même niveau parce qu'ils vont travailler leurs points forts. Il va tomber sur quelqu'un qui sera rapide, la personne va se dire, je vais travailler sur ma vitesse, je saute haut, je vais travailler sur mon saut. Et lui, il va dire, non, moi je vais travailler sur mes points faibles. Je suis nul de la main gauche, je travaille de la main gauche, et ainsi de suite. Et après, derrière aussi, il y a l'effet cumulé. C'est-à-dire que lui, l'entraînement commence à 8h, lui, il va aller à 5h du matin s'entraîner. Et il va se dire, je travaille, admettons, 3 heures de plus que les autres. Donc, admettons, au bout de la semaine, j'aurais peut-être travaillé au moins 10 heures de plus. Et après, au bout d'un mois, j'aurais travaillé peut-être 50 heures de plus. Et au bout d'une année, ça sera peut-être 500 heures, et ainsi de suite. Et donc, il parle d'effet cumulé. Il dit qu'en faisant ces petits entraînements en plus, ça sera beaucoup plus conséquent. Sur 10 ans, il aura largué tout le monde, en fait, grâce à ses efforts. Larguer, les personnes pourront la rattraper, parce que le temps n'est pas extensible dans notre dimension. Oui. Donc voilà, en gros, c'est l'effet cumulé, comme tu le disais tout à l'heure. Et après, tu as aussi David Goggins aussi, que lui, il a écrit un livre, donc j'avais acheté le livre, qui est en anglais. Au départ, j'avais un peu de mal à le lire, parce que c'était l'anglais. Et après, il y a une chaîne YouTube qui a fait le livre audio. Donc ils ont traduit, donc j'ai écouté le livre audio. J'ai fait le feignant. La version française ou voilà. tu as la version anglaise? En version française. Donc j'ai fait le feignant, mais en tout cas, ça m'a beaucoup motivé, j'écoutais ce qu'il disait. Donc j'ai trouvé beaucoup inspirant. Tu peux nous expliquer un petit peu qui c'est et ce que tu aimes chez lui, justement? Oui, pour ne pas spoil, je vais raconter dans les grandes lignes, mais en gros, il disait que, avant il était obèse, il faisait 130 kg. Il était nul à l'école, il se faisait battre par son père, et sa mère aussi, elle se faisait battre par ce même père. Et donc lui, il commençait à être terrifié, il n'arrivait plus à se concentrer à l'école, il avait des mauvaises notes. Derrière, il en a eu marre d'être, parce qu'il travaillait, je crois, il est les cafards, c'était ça son métier. Et un jour, il a allumé la télé, il a vu une émission sur les missiles, donc c'est sur l'armée, donc en gros, et il a vu la campagne, et il s'est dit, moi je me vois bien aller à l'armée. Bien évidemment, quand il est allé à l'armée, il a dit qu'il voulait faire partie de missiles, on dit, tu fais 130 kilos, tu ne pourras jamais rentrer, t'es trop gros. Et donc à partir de ce jour-là, il s'est remis en question, on lui avait dit, reviens dans 1 mois ou 2. Et derrière, il a commencé à courir, à faire du sport. Il a perdu une trentaine de kilos assez rapidement. Et à partir de là, il a commencé donc à rejoindre les Navy Seals. Et après, il a un dicton qui dit souvent, c'est que l'homme n'est qu'à 40% de ses capacités. Et quand il a dit cette phrase-là, j'ai regardé la vidéo YouTube, il a dit cette phrase-là, je me suis senti concerné. Je me suis dit que je sais que je peux faire beaucoup mieux. Je peux aller de l'avant et que je suis... Il dit qu'on peut, la plupart, on a 40% de nos capacités. Je me dis, moi je sais que je suis un feignant, parce que je suis même à 20% de nos capacités. Et donc à partir de là, ça a résonné dans ma tête. Je me dis, je vais essayer de faire plus. Parce que lui, c'était assez radical. En plus, il a fait des marathons, mais des trucs de la mort. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans sa vie, il essaie de ponctuer sa vie avec les trucs les plus compliqués qui existent sur Terre, en se fixant l'objectif, bien évidemment, pas juste participer, mais réussir. Et est-ce qu'il y a des trucs, justement, alors pas forcément des marathons de ma boule que tu auras envie de faire, mais des choses que tu as envie de faire, mais que tu veux quand même faire parce que ça t'inspire?
Ben, en fait, justement, quand il a parlé de 40%, je me suis dit, ben, il faudra apprendre à sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui m'importe le plus. Je sais, par exemple, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Il y a 2-3 ans, si on m'avait dit que j'allais faire des vidéos sur YouTube, j'aurais jamais dit oui. J'aurais dit non, c'est impossible, je ferai jamais ça, je ne suis pas youtubeur, ça ne m'intéresse pas. Ou il y a peut-être 10 ans, on m'aurait dit que j'aurais fait des vidéos sur l'informatique, j'aurais dit non. Je sais, quand j'allais à la fac, j'avais des difficultés à comprendre le cours. Si un jour on m'avait dit que je pourrais être en mesure d'expliquer de la programmation d'informatique, je n'aurais pas cru. Ou il y a 3 ans, j'ai créé mon entreprise, donc ma micro-entreprise, j'aurais jamais cru aussi. Donc voilà, en ce moment, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Est-ce que tu peux nous parler de la micro-entreprise que tu as créée? En gros, il y a un peu plus de 3 ans, j'avais quitté mon job. Et malheureusement pour moi, il y a eu le Covid, donc ça a été compliqué de retrouver un boulot. Et après, quand j'ai fait des entretiens, on m'a fait des propositions qui étaient en dessous de ce que je voulais. Et je me suis dit, bon, il y a un truc qui cloche. Pourquoi qu'est-ce qui a fait En fait, ça m'a vraiment remis en question. Je me dis, mais pourquoi en gros, on me fait des propositions en dessous de mon niveau. Et je me dis, non, c'est pas normal. Je dis, si c'est comme ça, je préfère travailler pour moi-même et faire mon expérience moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à créer mon entreprise. J'ai fait des petites missions de rien du tout au départ. Donc j'ai sur des sites comme 5euros.com, j'ai des petites missions, j'ai aidé des étudiants. Et j'ai commencé à me faire mon expérience. Et après, petit à petit, je suis allé sur des sites un peu plus importants où j'ai commencé à faire des vraies missions. Okay. Et donc après, ça m'a permis de gagner un peu plus confiance en moi. Okay. Et on parle de confiance pour l'avenir, parce que le truc tout bête, c'est les générations futures, transmettre tout ce savoir-là aux autres. Est-ce que toi, tu auras envie d'avoir des enfants ou pas? Oui, j'aimerais bien avoir des enfants. Mais avant d'avoir des enfants, je me dis que j'aimerais bien déjà être bien dans ma tête. C'est-à-dire avoir confiance en moi, être stable dans ma vie. Et après, voilà, avoir des enfants et leur inculquer des bonnes valeurs. Ces bonnes valeurs, tu les as bien entendu déjà acquises. Il y a peut-être d'autres choses que tu auras envie de peaufiner ou autre. Mais est-ce que, parce qu'on sait très bien que même avec la meilleure intention du monde et la meilleure énergie du monde, on a beau offrir un cadre sécurisant à ses enfants, il y a le reste du monde autour. Est-ce que tu as des appréhensions justement sur le fait d'avoir un garçon ou une fille avec le monde qu'on a actuellement? Oui, j'ai quelques appréhensions. Le monde commence à évoluer. On a vu avec le Covid, c'était du chacun pour soi. Tu vas faire les courses, les gens... Je peux comprendre que tu veux mettre à l'abri ta famille, mais mettre à l'abri ta famille aux dépens des autres, j'ai trouvé ça égoïste. Je me suis dit, voilà, il y a ma famille, les autres, on s'en fout. Tu viens, tu prends tous les paquets de pâtes, tous les PQ. J'ai trouvé ça vraiment égoïste. Donc derrière, moi, je me dis que ce serait bien, oui, de les mettre, de les responsabiliser et de leur dire, voilà, il y a l'éducation que je vais vous donner, mais derrière, il faut vous adapter au monde. Et c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est de s'adapter, se dire, voilà, ici, le monde, il est méchant. Malheureusement, il faudra être capable de montrer les dents. Si tu restes doux dans un monde méchant, tu risques de te faire bouffer. Donc il faut s'adapter. Il ne faut pas forcément être un méchant, mais il faut être entre les deux. Il faut se préparer, disons. Oui. Ouais. Et plus particulièrement si c'est un garçon, parce que bien évidemment, quand on grandit en tant que garçon, c'est particulier. Il y a de fortes chances qu'il soit un peu noir quand même. Je sais pas, minimum. Peut-être pas. S'il est blanc, je risque de me poser des questions. Donc, est-ce que tu as une appréhension justement par rapport au fait que ce sera un garçon dans un monde où les hommes noirs sont quand même traités d'une façon un peu complexe, compliquée? Est-ce que tu as une appréhension particulière par rapport à ça? Je n'ai pas forcément d'appréhension. Je me dis que le plus important, c'est qu'il ait confiance en lui. Et donc, pour qu'il ait confiance en lui, il faut qu'il accomplisse des choses. Donc, l'objectif, ce serait vraiment de sensibiliser, de dire voilà, le point le plus important, c'est de s'assumer. De ne pas vouloir faire comme tout le monde. C'est vrai que c'est difficile. J'ai été enfant. Quand tu vois des enfants, ils ont des chaussures Nike ou de la marque, toi tu n'as pas de marque, tu as envie de t'identifier, tu n'as pas envie d'être exclu. C'est ça le plus difficile. De garder sa personnalité et de se dire, ok, les gens ne m'aiment pas, mais c'est pas grave, je vais rester comme je suis, je ne vais pas jouer un rôle. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et si c'est une fille? Je dirais la même chose. Je dirais, ben voilà. Je pense que pour les filles, c'est encore plus compliqué de s'assumer avec... justement, parce qu'en général,
on va les encourager donc à changer leur apparence, leur faire comprendre que voilà, en tant que femme, tu dois avoir une belle coupe de cheveux, tu dois bien t'habiller, des choses comme ça. C'est beaucoup sur l'apparence. Je dirais ben voilà, que ça aide de s'assumer, de ne pas vouloir faire comme les autres. Je sais qu'aujourd'hui, ben, tu as des filtres sur Instagram, j'en parle souvent, mais ça me choque de voir que il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent plus se prendre en photo sans filtre. Le maquillage aussi, donc je sais que c'est quelque chose d'important, mais les cosmétiques, bah, tout ce qui est cosmétique, c'est devenu quasiment incontournable. Tu feras rarement aujourd'hui dans la rue des femmes qui ne sont pas maquillées. Donc je trouve que c'est bien de se maquiller, mais devenir accro, admettons, au maquillage, des choses comme ça peut être compliqué. Donc j'essaierai de la sensibiliser par rapport à ça, en disant oui, le maquillage c'est bien, mais si tu peux également, tu seras aussi belle sans maquillage. Et qu'est-ce que tu aurais comme... si tu devais parler à ton toi du passé, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais ben, d'être confiant, respecter, ne pas se faire influencer par les autres, c'est-à-dire aller à son rythme. Voilà, c'est les deux choses que je dirais. Sois confiant et ne te laisse pas influencer par les autres. Et si tu avais un conseil à donner à ceux qui regardent, justement? Je leur dirais la même chose, soyez vous-même, assumez-vous, voilà. Allez de l'avant. Si vous avez des projets, n'écoutez pas les autres. Testez. Donc vaut mieux tester. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Au moins, vous aurez testé. Il ne faut pas avoir des regrets 30 ans ou 40 ans après. Et ma toute dernière question, et après on aura fini. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? Je dirais beaucoup de réussite et le bonheur. Donc être heureux. Parce que voilà, le plus important c'est être heureux. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent ou du bien matériel, mais si derrière on n'est pas heureux, c'est pas intéressant. Bah, c'est ce que je te souhaite. Beaucoup. Merci. Je te remercie encore d'être venu. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir accueilli. De rien.